La révolution est synonyme de massacre. Rappelons la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Les acteurs à l'origine de cette révolution sont pour la plupart des nobles, qui n'ont pas accepté que le roi Louis XVI réduise leurs privilèges dus à leur rang. La révolution a été un tournant catastrophique pour la France. Voici comment se comportaient les révolutionnaires mais également le peuple durant cette période sanglante et destructrice. Bonsoir à tous, bienvenue dans Histoire de France. La vie au temps de la Révolution, 6e partie. Le chapitre que je vais vous annoncer et par lequel nous allons débuter cette 6e partie s'appelle La boîte aux lettres des soldats. Alors dans ce domaine si captivant, 2 ordres de documents existent. Les lettres écrites par des soldats et les souvenirs que certains d'entre eux ont laissés. Tous ne sont pas d'un égal intérêt. On peut tenir fort bien l'épée et manier assez mal la plume. Mais il y a cependant presque toujours quelque chose à glaner dans ces notes de campagne. Griffonnées sous la tente au soir d'un engagement ou d'une rude étape, et qui ont du moins le mérite de nous montrer la vie militaire par le petit bout de la lorgnette. Nous allons en avoir la preuve en feuilletant parmi tant d'autres les carnets du sergent Fricasse, qui s'intitule pompeusement « Recueil des campagnes que j'ai faites au service de ma patrie, République une et indivisible ». L'auteur est le fils d'un jardinier des environs de Chaumont, déjà parti à l'armée. Quand il a 19 ans, lui-même, il suit l'exemple paternel et s'enrôle comme volontaire le 24 août 1792 au 1er régiment de la Haute-Marne. Exercice de maniement d'armes, marche contre marche assez confuse entre Chaumont et Saint-Dizier, les premières pages du journal ne nous racontent guère autre chose. Nous apprenons pourtant qu'un soldat touche 15 francs et 3 décimes par jour, en papier naturellement, et un caporal 23 francs 8 décimes, solde sur laquelle il faut se nourrir. Mais comme le prix des denrées est encore assez abordable, on s'en tire sans trop de peine. C'est le 12 septembre 1793, dans la forêt de Mormal, que notre homme reçoit le baptême du feu. Son bataillon se heurte aux troupes du prince de Cobourg qui viennent de prendre le Quesnoy. Mais le résultat de cette première bataille n'est rien moins qu'encourageant. On doit se replier sur Landrecies et 8 jours après sur Maubeuge, les Autrichiens ayant réussi à passer la Sambre. Avec la défense de Maubeuge, le récit va prendre plus de couleurs. Le 5 octobre, notre Fricasse, à la redoute de gauche, entre le bois de Tilleul et nos avant-postes, une sentinelle française et une sentinelle hollandaise étaient à 60 pas l'une de l'autre, ce qui leur donnait la facilité de converser. 4 soldats de mon poste se sont avancés. Les Hollandais qui étaient dans les bois du Tilleul ont été portés par curiosité à se mêler à la conversation. C'est l'histoire éternelle des guerres de siège. Depuis Homère, on s'invective d'un camp à l'autre. Les Hollandais demandent aux Français où ils en sont. Ils les raillent de n'avoir rien à manger. Il ne manque rien aux républicains, rétorquent les Français. Allons donc, vous mangez vos chevaux, vos assignats ne valent plus rien. Nous vous tenons dans nos filets, on va bientôt vous faire danser une dernière carmagnole. Mais tandis que le dialogue s'envenime, un de nos soldats croit reconnaître la voix d'un des hommes d'en face. « Laissez-moi voir ce coquin, c'était autrefois mon frère. » L'autre présente. « Si j'ai été ton frère, je le suis encore. » « Malheureux, riposte le Français, quand je suis parti volontairement, tu me promis d'avoir soin de notre mère, et tu l'as laissée sans subsistance et dans le chagrin. Tu es indigne de vivre, tu n'es pas un humain, mais un vrai barbare. » Et un coup de feu part de nos lignes, le pseudo-hollandais s'effondre avec une cuisse brisée. À ce drame de famille, une autre histoire tirée du même journal pourrait servir de contrepartie. Certains soirs, un cavalier autrichien du régiment de Cobourg charge sous les yeux de Fricasse, un Français du 12e dragon. Après avoir tiré chacun leur coup de pistolet, ils s'approchent pour se sabrer. Quelle surprise! Ils se reconnaissent pour frères depuis 15 ans. Ils ne s'étaient vus. À l'instant, leurs sabres tombent. Ils sautent de cheval et se jettent au cou l'un de l'autre sans pouvoir dire un seul mot. Un instant après, ils juraient de ne plus se séparer et de vivre sous le même étendard. Notre dragon fut trouvé le général Jourdan pour le prier de ne point regarder son frère comme déserteur ni comme prisonnier. Et le général consentit à incorporer cet homme dans le régiment.
De telles péripéties n'empêchaient pas les troupes qui défendaient Maubeuge de s'ennuyer ferme, ni de souffrir assez cruellement. L'ennemi s'étant servi des grains pour couvrir ses baraquements et nourrir ses chevaux, la campagne environnante était dépourvue de ressources. Dans la ville, les vivres manquaient et la boisson était infecte, car la rivière qui bordait le camp avait été détournée. Il fallait puiser l'eau dans les fossés des retranchements, où on allait faire les nécessités. Plus d'un volontaire y gagna le flux de sang. Nous dirions aujourd'hui une super fièvre typhoïde. Par bonheur, la victoire de Vatigny va bientôt débloquer Maubeuge. 4 mois plus tard, Fricasse est promu sergent, tandis que son bataillon prend successivement ses quartiers d'hiver à Colleray, Damoussy et Jaumont, toujours assez près de l'ennemi, ce qui permet d'échanger quelques bons coups de fusil ou, pour parler comme les grognards, quelques saluts républicains. Les séjours de notre héros dans cette région du Nord nous valent de nombreuses précisions sur l'existence qu'on y mène. Contrée fertile où la terre produit du bon froment et toutes sortes de légumes. Le vin est rare et cher, la bière servant de boisson courante. Beaucoup de bêtes à cornes, donnant lait et fromage à profusion et passant la majeure partie de l'année sans connaître l'étape dans de grandes prairies bien ombragées. On ne voit presque pas les villages sans qu'on ne soit dedans. C'est tout clos, avec de grands bois alentour et près de chaque maison. La plupart des maisons sont couvertes de paille. Dans ces pays, les deux sexes y sont affables et humains. Quand la victoire de Fleurus aura permis à nos généraux d'accentuer la guerre de mouvement, nous retrouverons le sergent Fricasse sur les routes de Belgique. Les campagnes des années suivantes l'entraîneront en Rhénanie, puis dans l'Allemagne du Sud, sur les bords du lac de Constance, plus tard en Suisse, en Italie, et partout l'auteur du journal continuera à nous décrire l'aspect des pays traversés, ce qu'on y voit, ce qu'on y mange, les coutumes et les modes de leurs habitants. Peintures qui, avouons-le, ne sont pas toujours dénuées d'une certaine dose de naïveté. C'est ainsi que nous apprenons que la population des environs d'Aix-la-Chapelle déguste le matin des confitures avec son café, boit de la bière et du chenille, que les gens de la forêt noire, ayant du bois en abondance, s'en servent pour construire leurs chalets, que les culottes des hommes sont plissées autour de leurs jambes, que les femmes tressent leurs cheveux en natte sous des chapeaux de paille à 4 cornes, qu'elles ont une large encolure la tête, comme celle d'un veau de 2 mois, qu'elles portent 3 jupes l'une sur l'autre, sont fragotées comme des fagots et enferment des appâts très gros dans d'étincelants corsets rouges. Pour compléter notre documentation, Fricasse nous révélera enfin que les indigènes mangent du lard et de la choucroute et que leur parler est l'allemand. On l'aurait deviné sans lui. Xavier Werner appartient à un milieu social assez différent de celui de Fricasse, mais son enfance et sa jeunesse n'en ont pas été plus heureuses. Impossible d'imaginer un début dans la vie aussi effroyable que le sien. Des parents ruinés qui se séparent, un père cerveau brûlé qui se retire chez les trappistes, une mère qui reproche à l'enfant le pain noir qu'elle lui donne, une sœur abominable qu'il fait voler par une mégère, puis des évasions, des poursuites, des voyages à pied par les routes, en compagnie d'un marchand forain, un stage pénible au collège où un régiment le martyrise, un retour dans le Jura chez les siens où il est le souffre-douleur de tous. Voilà de quoi faire lire par avance les romans de David Copperfield et de Poil de Carotte réunis. En 1789, le jeune Werner, âgé de 14 ans, traverse la France, toujours à pied, et est recueilli à Rochefort par Anne Saison qui essaie de lui faire obtenir le brevet d'élève pilote. Mais ne le croyons pas encore au bout de ses peines. Le voisinage des marais entourant la ville lui vaut bientôt une mauvaise fièvre qui l'empêche de partir aux Indes avec les cadets de l'école. Puisque la marine ne veut pas de lui, pourquoi ne pas essayer par l'armée? Un autre de ses oncles, qui est sergent-major au régiment d'Anjou, tient garnison à Tours. Et au début de 90, Xavier va le rejoindre, travaille sous sa direction et sous celle de l'aumônier, se plaît infiniment dans ce milieu militaire, suit le régiment à Saint-Malo et une vingtaine de mois plus tard est radieux de s'engager lui-même. L'oncle vient d'être nommé sous-lieutenant, c'est sous ses ordres que notre crue servira. Amusant paradoxe, ce gamin de 16 ans a déjà l'esprit vieille armée. Quand les discussions éclatent entre soldats de métier et volontaires, entre cul blanc et bleuet, comme on dit, il est toujours du côté des premiers. Il n'a que mépris pour ces bataillons de jacobins qui se forment souvent au milieu du tumulte et de la licence. Pour ses frères et amis, qui, après avoir recueilli les militaires dans leur sein, se permettent de leur expliquer les causes des succès ou des revers, de censurer ou d'approuver les généraux et de voter avec une dignité burlesque des adresses de félicitations à ceux qui se sont distingués. Mais voici la guerre déclarée. L'ancien régiment d'Anjou, devenu le 36e d'infanterie, reçoit l'ordre de se rendre à l'armée du Nord.
Il passe par Dole, Fougères, Mayenne, Alençon, Évreux, Vernon, Mantes et le 15 juillet 1792 vient camper dans la plaine de Saint-Denis. Se sentir si près de Paris avec défense d'y pénétrer, quel crève-cœur pour de jeunes soldats. Accompagné de quelques camarades, Werner s'accorde d'abord une demi-consolation. Il escalade la butte Montmartre, d'où l'on aperçoit toute la ville. Puis, la petite troupe se laisse tenter par l'offre d'un Parisien qui lui fait franchir la barrière. Et une promenade inouïe commence, qui enthousiasme nos provinciaux. Les boulevards, les bains chinois, la place Louis XV, le pont Louis XVI, la salle de l'Assemblée législative, à chaque pas une curiosité pour finir le palais royal, où l'on s'arrête assez longtemps afin d'y regarder les nymphes qui, à l'approche de la nuit, viennent tendre leurs filets aux libertins. Il faut pourtant regagner Saint-Denis. Quand les amis rentrent au quartier, les jambes sans doute un peu molles, mais la mémoire bourrée de souvenirs, ils ont le soulagement d'apprendre qu'il n'y a pas eu de contre-appel. Paris leur a porté bonheur. Le régiment repart bientôt, mais en changeant de direction. Au lieu de continuer vers le nord, il est désormais envoyé à l'armée du Rhin. Et les étapes se succèdent jusqu'à Nancy et Lunéville. C'est là que se déroule un petit roman dont Werner nous fait le récit en des termes bien savoureux. Voilà ce qu'il dit. La fille de mon hôte, écrit-il, une jeune femme charmante et infiniment aimable, parut prendre tant de goût pour le petit soldat qu'elle logeait, que par une de ces belles nuits d'été, dont le silence et le calme mettent parfois dans l'âme de si douces sensations, elle ne craignit pas d'en passer une très grande partie seule avec lui, assise sur un banc de jardin, où les heures s'écoulèrent pour lui avec une étonnante rapidité, dans le délicieux abandon d'un innocent et agréable entretien. Nous nous séparâmes qu'après minuit, en nous accablant de baisers. Voilà qui commence assez bien, mais ne nous alarmons pas trop vite, car l'auteur s'empresse d'ajouter « J'ignorais tout le bonheur dont j'aurais peut-être pu jouir en ce charmant tête-à-tête, et l'on ne saurait mieux expliquer pourquoi certains jeunes volontaires portaient le surnom de Bleuet. » Le lendemain, au champ du Coq, qui n'est pourtant pas de circonstance, Xavier boucle déjà son sac, n'espérant plus revoir la jeune fille, mais elle s'est levée aussitôt que lui, car elle veut des adieux en règle. Le tendre amoureux se fait violence, il sait que le devoir l'appelle, mais Vénus est plus forte que Mars. On traverse la cour ensemble, on se blottit sous un portail, et les embrassades recommencent. Nous ne pouvions pas nous quitter, dit-il, les marches d'un escalier qui était près de nous offrent un siège sur lequel nous nous assîmes encore. Le silence qui régnait autour de nous, l'obscurité dans laquelle nous étions et qui ne faisait que commencer à se dissiper. Nos caresses enflammées, redoublant avec une étonnante ardeur, tout nous faisait éprouver une agitation qui allait peut-être finir par la découverte de jouissances que nous ne faisions que pressentir. Nous allions peut-être sortir de l'ignorance dans laquelle nous étions encore des plaisirs de l'amour, sans l'importune arrivée d'un capitaine du régiment qui venait chercher son cheval placé dans l'écurie de cette maison. Jamais apparition de gradé ne fut aussi catastrophique. J'imagine que plus tard, Alfred de Vigny dut trouver son titre admirable, servitude et grandeur militaire dans une circonstance analogue. Qu'attends-tu pour filer, Blanc-Bec ? L'ordre de départ est donné. Il n'y avait qu'à obéir. L'oreille basse, notre amoureux dut rejoindre son régiment. Il avait déjà fait plus d'une lieue qu'il se retournait encore tous les 10 pas pour apercevoir dans la brume les toits du château Stanislas et les tours de l'église Saint-Jacques. Les étapes suivantes furent lugubres. À Agneau, des voitures de blessés qu'on croisa sur la route et d'où s'écoulaient des filets de sang apprirent aux jeunes soldats que la guerre ne servait pas uniquement à nouer des intrigues galantes. Bientôt, on arriva près des lignes, sans prendre une grande part toutefois à l'offensive de Custine. Après avoir passé l'hiver dans la région de Rudesheim et de Bingen, on se replia sur Wissembourg. Et ce fut là que sa grande joie, Werner se fit nommer Fourier. Aucun maréchal de France, avoue-t-il, ne reçut son bâton avec plus d'orgueil que je ne ressentis lorsque je posais les galons d'argent sur ma manche. Les idées de supériorité me montaient l'imagination et je calculais avec complaisance que, à 17 ans et demi, j'avais un grade qui me plaçait au-dessus de plus de 9/10 de l'armée. Des satisfactions plus sérieuses étaient réservées à Werner, puisqu'il devait finir dans la peau et même dans la culotte de peau d'un colonel du Premier Empire. Dispensons-nous pourtant de feuilleter plus avant ces cahiers. À mesure que l'officier monte en grade, ils ont tendance à devenir de simples récits d'opérations militaires, et c'est d'ailleurs c'est là qu'il faut chercher les notations pittoresques sur la vie courante des soldats. Plus d'un trait de cette nature nous est fourni par les lettres de Gabriel Noël.
jeune volontaire qui fait campagne dans le 2e bataillon de la Meurthe. Né à Nancy en 1770 d'une famille de cultivateurs aisés, il a été élevé par sa marraine, Madame Durival, une amie de la marquise de Boufflers, qui lui a fait donner une excellente éducation. Il a pour elle une grande tendresse, une tendresse dont Monsieur Durival, en supposant qu'il existât, aurait le droit de prendre quelques ombrages. Lisez plutôt les jolis billets de Noël qu'il adresse à la chère femme de la petite garnison de Sierck, où il fait ses débuts de soldat en janvier 1792, chérubin mobilisé, n'écrira pas autrement à la comtesse Almaviva. J'éprouve à recevoir vos lettres un contentement que je ne puis exprimer. À la première lecture, je les dévore, pour ainsi dire, avec voracité. Ensuite, je les réduis plusieurs fois et à chaque fois avec plus de satisfaction, car la grande faim m'empêche de les bien goûter la première fois. Si quelqu'un vient m'interrompre pendant ce festin, je ne l'écoute pas, et je suis comme un animal qui est sur sa proie. Noël ne serait pas de son siècle s'il savait tourner le madrigal. Il en saurait moins encore s'il n'était pas encore sensible au charme de la nature. Dès le mois de février, il remarque avec un plaisir extrême les indices du printemps, des groseilliers verts, du sureau qui commence à pointer, ainsi que de petites feuilles au rosier. Pour compléter le personnage, notons enfin qu'il aime l'étude, qu'il travaille la grammaire allemande, qu'il lit l'histoire des révolutions romaines de l'abbé Vertot, et que ses honnêtes distractions l'aident à supporter l'ennui de sa petite ville de garnison. Un trou que ce pauvre bourg de Sierck. Tout le détachement bat des mains le jour où il apprend que l'on l'envoie cantonner ailleurs. Mais peut-être s'est-il réjoui trop vite, car le village de la Lorraine allemande, où il se trouve quelques jours plus tard, semble offrir encore moins de ressources. Nous avions 2 lits pour 5, écrit Noël à ses nouveaux quartiers. Le sort a décidé que je serais dans celui où il y aurait 3 personnes. Nos lits sont formés de paille, sur lequel est étendu un drap. Par-dessus le drap, un lit de plumes en guise de couverture, ce qui n'est pas très ragoûtant. C'est que tous les détachements ont couché dans les mêmes draps. Et nous abordons un chapitre qui ne causera aucun étonnement aux anciens combattants de la Grande Guerre. Il y a aussi les poux, mais ne parlons pas de cela. Je suis soldat et citoyen, en cette double qualité, toute délicatesse m'est défendue. Je coucherai donc tout habillé, sauf l'habit. Ainsi je serai plus vite prêt quand il faudra se relever pour les patrouilles. Décidément, rien n'est nouveau sous le soleil. Si les lettres adressées à Madame Durival nous apprennent que les marraines de guerre existaient bien avant 1914, elles nous prouvent au non moins clairement que les soldats de la Révolution connaissaient déjà cette petite bête auquel les troupiers du XXe siècle devaient donner une appellation familière, le diminutif du nom d'Antoine. Sans se laisser affecter par aussi pénible contingence, Noël et ses amis gardaient pourtant un bon moral et leur ingéniosité les aidait à se débrouiller au milieu d'une population qui ne comprenait pas un mot de français, témoin l'anecdote suivante. Nous avions bien envie d'avoir du lait, mais comment en demander ? Je ne suis pas encore assez savant en allemand, j'ai donc laissé faire les autres. Mais tous les signes qu'ils ont pu imaginer n'ont pas réussi à dépeindre le lait à nos gens qui ne faisaient que rire de leur singerie. Quand nos camarades ont été là de demander du lait et que je leur ai vu résignés à n'en point obtenir, j'ai pris ma grammaire, croyant trouver le mot dans mon vocabulaire, mais point du tout. À force de chercher, j'ai fini seulement par trouver le mot vache. Alors j'ai cherché un vase et figurant un pis de vache au-dessus du vase avec 4 doigts de ma main gauche, je les ai traits de mon mieux avec ma droite. Et en leur montrant qu'il devait tomber quelque chose dans le vase, nos Allemands, qui nous regardaient bien attentivement, se sont mis tout à coup à éclater de rire, et nous aussi. Ils avaient compris, ils ont dit « ya, ya », et demain, nous aurons du lait. La déclaration de guerre du 20 avril met fin à cette vie sédentaire et Noël se félicite de pouvoir aller porter la bonne parole aux gens d'outre-Rhin, car bien entendu, il n'y a que les rois qui font du mal aux nations. L'esprit de liberté va se répandre sur le monde, mais c'est aux citoyens déjà libres qu'il appartient de secourir les autres. Ainsi, les Français seront supérieurs aux Romains qui ne voulaient la liberté que pour eux. L'enthousiasme du jeune homme dut se calmer un peu durant l'abominable été de 92, qui rendit les marches si dures, et puis on n'attaquait jamais. Être réduit à la défensive, écriva-t-il, c'est accepter l'inaction. Il faudrait attaquer pour faire trembler les tyrans et délivrer les peuples esclaves. Son impatience se change en désespoir lorsqu'il apprit que les Prussiens entraient en Lorraine et mettaient la main sur Longwy. Du moins eut-il la consolation d'entendre d'assez loin la canonnade de Valmy. Pour lui, un tel souvenir allait en valoir beaucoup d'autres. Une fois ses campagnes terminées, quand il sera rentré chez lui en 1797, se sera marié selon son cœur et aura eu beaucoup d'enfants, il aura le droit d'évoquer cette date et de répéter fièrement aux siens, durant les veillées familiales,
le jour où j'étais à Valmy. D'autres témoignages encore, pendant que nous fouillons la boîte aux lettres des soldats, s'il faut en croire Étienne Gaury, le 2e bataillon de la Charente inférieure, auquel il appartient comme volontaire, et que se trouve caserné à Fort-Vauban, ci-devant Fort-Louis, n'y mène pas une existence trop désagréable durant les premiers mois de 1793. Lorsqu'il fait beau temps, le bataillon va quelquefois sur les bords du Rhin. Les promenades y sont spacieuses et charmantes. Nous y avons notre musique qui joue très bien. Nous y voyons des postes entiers de nos ennemis qui sortent des corps de garde pour nous voir. Il serait très à portée de nous tirer quelques coups de canon, mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait voir qu'ils n'ont pas autant de malice que nous, car quand nous les voyons en nombre, nous ne les manquons pas. 2 points noirs seulement, d'après notre volontaire, la cherté de la vie et la stupidité des habitants de la région. Ces derniers sont bruts et grossiers, ils ont surtout le grand tort d'être restés extrêmement dévots, et sur les routes, on ne fait pas 100 pas sans trouver des croix, des calvaires et autres monuments de la superstition. Quant aux problèmes alimentaires, il serait assez simple à résoudre si l'on pouvait se contenter de viande de porc, de pommes de terre et de légumes, le produisant tout cela en abondance. Mais le pain et le vin sont hors de prix, et l'on sait qu'un soldat français se passe difficilement de l'un et de l'autre. Allez donc faire boire de la bière à Coury, enfant de la Charente. Il regrette les bons crus de chez lui, et se désole de payer 15 sols la bouteille, les médiocres piquettes locales. C'est le leitmotiv qui revient dans un nombre infini de lettres signées d'autres noms. Du camp de Landau, le 25 juin 1794, le jeune André Desbruyères écrit à sa mère qui habite Châteauroux. Vous me dites que vous avez fait tirer les cartes et que j'avais une jolie maîtresse. Je vous dirai avec vérité que j'ai eu beaucoup de chagrin en quittant Besançon, sa précédente garnison. Mais ce n'était pas pour les filles, c'était plutôt pour le bon vin à bon marché, tandis que maintenant nous ne buvons ni vin, ni eau de vie, et les 3/4 du temps, nous manquons de pain. L'insuffisance de ravitaillement dont sont plaignés ainsi les volontaires de l'an 2 allait devenir la plus grande encore pour les volontaires de l'an 3. Exploités aussi bien par le commissariat des guerres, c'est-à-dire par l'État, que par les intermédiaires véreux et les entreprises privées des munitionnaires, nombreux furent les braves à 3 poils qui se virent alors obligés de percer quelques trous supplémentaires dans le cuir de leur ceinturon. Plus la guerre se prolonge et plus nous entendons les troupes crier misère. Celles qui opèrent dans le Midi ne semblaient d'ailleurs pas mieux partagées que les armées de l'Est et du Nord. Pour s'en convaincre, il suffit de lire une lettre de 2 jeunes gens, les frères Jean et Michel Auvray, casernés au fort de l'Aiguille près de Toulon, qui écrivent à leur aîné Gabriel Auvray, lui-même capitaine à Maubeuge, le 4 février 1795. Nous te dirons que tout est bien, cher ici. Le vin que payons 5 sols la bouteille, il y a 5 mois actuellement, il vaut 20 sols la bouteille, un pain de munitions se vend 3 livres, les étoffes sont aussi d'une cherté qu'il ne nous est pas possible d'y approcher. Pour avoir un pantalon et un gilet de Nankin ou siamois, il faut parler 75 livres. De telles missives se terminent généralement par le classique recours à la générosité des familles. Mais outre que personne n'est bien riche, les gens de l'arrière, supportant aussi 1000 privations, la poste est encore en enfance et les modestes assignats qu'une tendre maman ou un père libéral glisse dans une enveloppe risquent fort de se tromper d'adresse. Les soldats de tous les régiments ont signalé 1000 et 1000 fois ces erreurs de distribution. Entre civils et militaires, la correspondance n'en demeure pas moins active, car elle est le seul lien qu'on garde avec ceux qu'on a vus partir. Ah, de quel cœur on les entend, ces petits billets crasseux qui viennent de l'armée et ont fait tant de chemin. Avec quelle hâte on les ouvre et comme on se dépêche de leur répondre afin de prouver aux absents qu'on ne cesse pas de penser à eux. Songez que certains chefs de famille ont tous leurs fils dans la bagarre. Je n'en veux d'autres exemples que le brave Jean Auvray, jardinier parisien, dont 2 enfants nous sont déjà connus, les jeunes volontaires de Toulon, mais qui en possède 2 autres, également sous les drapeaux. La lettre qu'il écrit à l'aîné le 9 juillet 1794 montre qu'on peut avoir la fibre paternelle sans posséder, hélas, la bosse de l'orthographe. Mais quel sang-froid garde le cher homme au milieu de tous ses soucis. Au capitaine d'artillerie Gabriel Nicolas Auvray, en garnison à Saint-Quentin, département de l'Aisne. Je te écris pour te faire savoir que de nouvelles à te dire, que nous sommes tous en bonne santé. J'ai reçu des nouvelles de tes frères Jean et Michel qui sont à commune affranchis. Ils se portent fort bien. J'ai reçu il y a 2 jours de leurs nouvelles. Ils m'ont écrit qu'ils avaient écrit à l'hôpital d'Avesnes, mais ils sont inquiets si tu as eu reçu leurs lettres. Ils m'ont paru assez affectés d'apprendre que tu as été blessé. Et ils m'ont écrit que cela, une lettre qui m'a touché vivement par l'inspiration de leurs sentiments. Je leur ai
aurait écrit qu'il se console, que ta blessure n'était point dangereuse et que tu étais en garnison à Saint-Quentin et que tu étais This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. important. Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai point de nouvelles de ton frère François. Si tu peux m'en procurer, tu me ferais bien plaisir de me donner des nouvelles des armées bien précises. Si tu veux trouver moyen de venir passer quelques jours avec nous, tu nous ferais plaisir parce que j'aurais bien des choses à te communiquer. Fais ton possible pour quelques jours, rien d'autre chose à t'écrire. Au vrai, ton père. Lettres de parents à leurs fils ou de soldats à leurs parents, billets naïfs ou bien tournés, griffonnage de pauvres diables ou discours de rhéteurs en uniforme, souvenirs glanés au jour le jour, témoignages de tendresse qu'on échange ou prosaïques lamentations sur le prix du vin et du beurre, comme elle est curieuse et variée, cette série d'épîtres militaires. On pourrait en multiplier les citations à l'infini, mais il faut savoir se borner, que le lecteur nous permette seulement de mettre sous ses yeux une dernière page, la lettre d'un enfant de 12 ans, le petit François Deguepas, tambour volontaire à l'armée du Rhin, qui adresse à sa maman restée à Saint-Cloud dans la Charente cette lettre. Ma chère maman, j'ai reçu ta lettre avec l'assignat que tu as eu la bonté de me faire passer. Je t'en ai toute l'obligeance qu'un fils doit avoir à une tendre mère. Je ne pourrai jamais te rendre tous les services que tu me fais ou que tu voudrais me faire. Sois rassuré de mon amitié, de mon bon cœur et de ma bonne volonté. Crois à un fils qui t'aime plus qu'à lui-même et qui ne t'oubliera jamais. Ou je viendrai le plus ingrat de tous les hommes, ce qui ne sera jamais la pensée d'un vrai républicain. Tu ne mériteras pas que l'on te paie d'ingratitude, ce serait trop malheureux pour toi. Adieu, ma bonne maman, je t'embrasse de tout mon cœur, ainsi que ma petite sœur. Déduis que si je peux aller au pays, je la verrai avec plaisir. Parrain est parti le 17 pour le pays, tu sauras le temps qu'il mettra en route. On vient de nous lire la Constitution. Mon papa et moi, nous l'avons signée. Nous t'embrassons de toute notre âme. Dis donc, bonne maman, nous serons bien contents quand nous verrons fleurir cette République si chérie, en dépit de ses ennemis. Bavardage puéril sur lequel la maturité perce déjà, mélange de grands mots qu'on répète sans trop les comprendre et de sentiments qui mettent une larme au bord des cils. N'est-il pas un charme réel, le billet du vaillant gamin? J'ignore comment un autre petit tambour, à peu près du même âge, Joseph Barra, pourrait écrire à sa maman, mais je doute qu'elle n'ait jamais reçu lettre plus jolie ni plus tendre. La vie quotidienne sur les routes. Si la vie quotidienne des sédentaires nous intéresse, celle des voyageurs qui parcourent la France durant la Révolution n'est pas moins digne d'être évoquée, et parmi ces clients de la route, on pense naturellement d'abord aux plus officiels des touristes, les représentants en mission. Explorant sans arrêt toutes les régions du pays, traînant leurs chapeaux à plumes et leurs bottes de 7 lieues, du Pas-de-Calais aux Bouches-du-Rhône et de l'océan au Jura, ils connaissent mieux que personne les villes, les bourgades, les villages. Ils ont mangé de toutes les cuisines, dormi dans toutes les auberges et même en roulant un peu vite, glané au fil des chemins, des observations directes qui offrent parfois une vraie saveur. Ces globetrotters de la politique sont donc aussi, dans bien des cas, des témoins de la vie provinciale que nous ne saurions négliger. Près de la moitié des conventionnels furent tour à tour envoyés en mission, soit à l'armée, soit dans les départements. Mais il ne s'agit pas d'ici d'étudier leur rôle militaire ni leur rôle administratif, c'est seulement comme des voyageurs qu'il faut les regarder passer. Parmi ceux dont les exploits soulèvent les plus de critiques figurent Barras et Fréron, envoyés à Toulon et à Marseille, dénoncés à la Convention et au club. Fréron entreprit de se justifier, et la lettre qu'il adressa de Marseille le 12 décembre 1793 à Moïse Bell, député des Bouches-du-Rhône et membre du comité de sûreté générale, donne quelques détails précis sur ses occupations de chaque jour. On dit que les dénonciations pleuvent sur nous à Paris, et sur moi en particulier. On parle de notre luxe insolent, de notre table de fermier général. La malveillance s'accroche à tout. Nous ne faisions qu'un repas à 4 heures d'après-midi. Il n'y a ni trop ni trop peu. Nous n'invitons jamais personne. Nous ne pouvons refuser quelquefois la soupe à quelques sans-culottes qui viennent nous la demander. Nous avons à chaque décade 4 ouvriers à tour de rôle qui dînent avec nous. Ce sont ceux qui travaillent aux ateliers d'armes. À l'égal du luxe, il consiste à avoir un frac bleu et un gilet rouge, costume des représentants avec les cheveux plats. Je suis souvent plusieurs jours sans sortir, occupé en robe de chambre, à écrire et à travailler. Et quand je sors, il est toujours 7h30 du soir pour aller prendre un peu l'air. Et je rentre avant 10h, voilà ma muscardinerie. À l'égard des femmes, je n'ai pas le temps d'en voir, quoique je les aime beaucoup. Mais j'aime 100 fois mieux la patrie et elles
qu'à elle et à tous mes instants. Nous vivons à l'auberge, mais nous avons préféré dîner chez nous, parce que pour être pas si proprement, il en coûterait le double. Ceux qui n'ont vu dans les montagnes de l'Estérel manger pour tout repas des oignons crus, rien bien du nom de muscadin qu'Hébert m'a donné si gratuitement. Plus loin, Fréron parle des mesures énergétiques qu'il a prises ou va prendre et qui nous donnent pas plus une idée bien brillante de la moralité de Marseille. Mais les nervis ne sont-ils pas d'une origine plus ancienne que les petites rues du Vieux-Port? Il n'existait aucune police à Marseille. Nous en établissons une. On entrait ici sans passeport, nous avons déjà découvert 4 maisons de jeu que l'on s'appelle Monsieur ou Madame et où les louis coûtent 60 livres en papier. Nous allons faire une rafle des joueurs demain matin. Marseille va être pavée, balayée, car elle était d'une malpropreté horrible. Cela occupera d'ailleurs beaucoup de bras. Toutes les filles publiques qui infectent nos volontaires et qui les attirent de l'armée seront, sous les 2 jours, mises en état d'arrestation et en prison. L'arrêté est pris et le local est disposé. Les malades seront traités et les saintes travailleront à coudre des habits ou des chemises pour les défenseurs de la patrie. Nous mettons Marseille au pas. Avec Philippe, Charles aimait Goupillot, dit Goupillot de Montaigu, pour le distinguer de son cousin Goupillot de Fontenay, nous ne quittons pas le Midi. Ce député de la Vendée y a fait plusieurs randonnées en 1793, 94 et 95. Lorsque la Convention, par décret du 8 octobre 1793, avait ordonné la levée extraordinaire des chevaux, elle avait partagé la France en 20 divisions dont chacune était placée sur la surveillance d'un représentant. Goupillot s'était vu attribuer la 9e division, comprenant le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Dès le 10, il quitte Paris pour aller explorer son fief. Sauvons-le dans la belle voiture qui va le mener vers le Midi. Goupillot ne part pas en effet comme certains autres, à franc étrier, suivi d'un guide postillon. Il ne se contente même pas d'une voiture à 2 roues traînée par une paire de chevaux. Il alloue un carrosse à 4 roues et à un seul fond, pour lequel 3 solides coursiers sont nécessaires, un équipage qui comporte une malle ou plutôt une vache, grand panier revêtu de cuir et attaché sur l'impériale. On change les chevaux et les postillons à chaque relais de poste, pour chaque poste, 8 kilomètres environ. Le tarif est de 25 sous par cheval et de 10 sous pour le postillon. Le trajet de Paris à Marseille revient donc à 452 francs. Ajoutez-y les traversées de cours d'eau sur des bacs pour lesquels on demande 25 sous à 2 francs. Ajoutez-y encore les repas et les nuits d'auberge et vous serez forcé de reconnaître que le transport d'un parlementaire des Tuileries à la Canebière n'est pas autrement bon marché. Mais il importe que notre homme voyage confortablement, bien calé sur ses coussins, comme un duc ou un marquis qui le nie. Il pourra regarder le paysage, observer les modes locales et enrichir son carnet de route de notations personnelles. Les premières sont consacrées aux formes des coiffures féminines, sujet qui ne se rattache évidemment que d'assez loin à la réquisition des chevaux. Entre Nevers et Roanne, les femmes portent toutes des chapeaux de paille. Même remarque entre Roanne et Lyon. Mais la paille est devenue noire et les bords se sont élargis. Thème inépuisable qui se renouvellera à Marseille où les femmes auraient le teint noir, sans leur bienfaisant couvre-chef. Un peu plus tard à Nice où d'imprudentes beautés, grillées comme pain rôti, se seront coiffées que d'une gaze légère. Mais nous ne sommes qu'encore qu'à Lyon, et Goupillot ne nous cache pas que le décor de l'enchant-de-guerre. Voilà ce qu'il dit. C'est une ville immense, un peu plus petite que Paris, mais grande. Mais la plupart des rues sont étroites, mal pavées et toujours pleines de boue. Les quais et les maisons ne sont ni si agréables, ni si bien bâtis qu'à Nantes. Au reste, et voilà une prudence qui honore le touriste. Il faudra y rester plus longtemps pour mieux juger. Dès Vienne, où il arrive le 15 octobre, Goupillot prend contact avec le Midi. Il lui semble être au mois d'août, tant il fait chaud. Cinglant sur Valence, il traverse l'Isère en bac. Rivière rapide, quoique basse. Le long de la route, il aperçoit des mûriers, des amandiers et des cochons de forte taille, noirs comme des sangliers. Le 17, à Mondragon, des mûriers encore, mais également déjà des figuiers et des oliviers. Le soir même, escale en Avignon, là les cochons sont roses. Ne vantons pas trop l'ancienne capitale du combat. Évidemment, la chair y est bonne, on y boit de l'excellent vin, mais ces hôteliers sont des fripons. Voilà ce qu'il dit. Ils vous font 1000 caresses lorsque vous arrivez et vous écorchent quand vous partez. Ce sont des Italiens dans l'étendue du terme. Après ce coup de fusil méridional, Goupillot remonte en berline et arrive à Arles le 19 à 7 heures du matin, par une chaussée de terre élevée et étroite.
Il n'est pas de joyeuse humeur, car les coussins l'ont empêché de dormir toute la nuit, l'obligeant à tenir fermement les glaces de la voiture avant qu'elles se brisent. Sans doute, les odieuses bêtes doivent-elles se continuer leur concert à l'auberge la nuit suivante, car le voyageur se remet en route avec une forte migraine. À Aix, pourtant, il se déride. Un discours en patois que lui a servi le président de la Société populaire a eu le don de l'égayer. Et puis déjà, la mer est proche, le 21, voici Marseille. Son entrée est riante, dit-elle. Elle s'annonce bien. Les rues sont vastes et propres. Que dirait donc Féron? Les maisons sont bien bâties. C'est une ville aussi belle que Nantes, mais dans un autre genre. Les rues en sont plus larges et mieux alignées. Le cours au milieu de la Canebière fait la plus belle rue. La salle de spectacle ne vaut pas celle de Nantes. Décidément, pour notre Vendéen, Nantes représente le dernier mot de l'urbanisme. Mais comme elle est belle. Le port n'est autre chose qu'un grand bassin, tout couvert de bâtiments des armées. Il n'y a qu'une frégate qui l'est aussi. Les quais autour sont admirables, pavés en briques debout. Le seul défaut qui s'y trouve, c'est d'être trop étroit. Les bâtiments touchent pour ainsi dire aux maisons. Si un des Marseillais paraît trop noir à Goupillot, leur langage lui semble fort gai. Il apprécie beaucoup moins les tarifs des hôteliers, tout aussi italiens que ceux d'Avignon. La patronne de l'hôtel de Beauvau, Madame Simon, le rançonne d'une telle façon qu'il se jure bien de ne jamais remettre les pieds chez elle. Dans sa chambre payée si cher, une agréable nouveauté lui a pourtant permis de dormir. On est dans l'usage à Marseille de mettre autour du lit un rideau de mousseline fermé hermétiquement qu'on appelle coussinière. Les opinions les plus rouges peuvent fort bien se concilier avec la terreur des nuits blanches. Allégé de quelques liasses d'assignats, c'est vers l'intérieur de la province que l'honorable conventionnel va se diriger maintenant. Il y trouve beaucoup de poussière, des arbres verts comme au printemps, mais encore des moustiques, trop de moustiques hélas. Le 23, il traverse Roquevert, Auriol, Saint-Zacharie, partout, on vendange dans les gorges et les vignes semblent chargées de raisins. Enfin, le 26, il entre à Grasse, chef-lieu du département du Var, depuis que Toulon s'est livré aux Anglais. À peine Goupillon est-il signalé à l'auberge qu'une délégation vient l'inviter à dîner avec les corps administratifs réunis. Touchante manifestation dans laquelle le convive notera beaucoup d'amitié et d'union et une gaieté qui est propre à la Provence. Continuant sa tournée, nous le voyons passer le lendemain par Antibes. C'est une ville bien jacobine, où après avoir franchi la porte de la Convention, on traverse une rue du 10 août, d'autres du 14 juillet, du 31 mai, de Brutus et de Saïra. Tout y annonce le patriotisme et la République, se dit-il. Encore quelques lieues et nous serons dans le territoire de Nice, pays riche et charmant où le représentant descendra chez son collègue Augustin Robespierre en mission à l'armée des Alpes. Tous les deux, ils iront passer la soirée au club, apprendront en rentrant la nouvelle de Vintigny, et Goupillot se couchera dans une atmosphère de victoire, ainsi que dans une bonne coussinière, dont on a pris grand soin à Nice aussi d'en faire. Déjà l'automne s'avance et la fin d'octobre est marquée par quelques journées de tempête, qui elles aussi ont l'accent du midi. Les fenêtres du voyageur donnant sur la mer, il trouve le coup d'œil magnifique, puis à la première éclaircie, il s'en va explorer la ville, s'amuse à entendre parler un patois qui approche de l'italien, déplore l'étroitesse des rues, mais admire par contresens cette place réservée, place de la République, celle qui s'appellera plus tard place Masséna. Elle est entourée de porches comme la place Royale, mais dans un plus joli goût. Ne nous semble-t-il pas que les fervents du vieux Paris auraient le droit de protester? Peu d'incidents marquants durant le voyage de retour. L'exubérance des provinciaux commence seulement à lasser un peu l'homme de l'Ouest qu'est Goupillot. Rien de plus honnête, mais rien de plus fatigant, soupire-t-il, que les habitants de ces contrées. On ne peut pas faire un pas sans être entouré. Tantôt ils pensent succomber sous les étreintes des Antibois. Tantôt à l'auberge de Tours, une troupe de comédiens le force à boire et à chanter. Ailleurs, la garde nationale l'entraîne au club, bien qu'il ait grande envie de dormir, et l'oblige à faire un discours. Et puis il y a le Mistral, avec les premiers jours de novembre. Le temps s'est mis franchement allègre. Qu'on ne dise pas qu'il ne fait jamais froid en province. Lisons-nous sur ce fameux carnet. Je n'ai pas senti de vent aussi froid que celui qui soufflait depuis que je suis sorti de Nice. La fraîcheur de la vallée du Rhône n'empêche pas cependant le député de s'arrêter à Arles et d'y séjourner un grand mois pour s'occuper enfin de l'objet réel de sa mission, la levée des chevaux. Ah oui, au fait. Nous le verrons là jusqu'au 6 décembre, partageant son temps entre l'inspection des écuries, la correspondance officielle ou particulière et quelques visites à Tarascon ou à Beaucaire. Les Arlésiens essayent bien de le distraire par le spectacle de leur fête locale, mais toutes ne sont point de son goût. Le 8 novembre, écrit-il, après le dîner,
L'on me mena voir des bœufs qu'on agitait et qu'on faisait combattre pour le peuple avant de les tuer. Je regardais cet usage comme un reste de la férocité des Romains, voire d'une fête à l'impériale. Donnez-vous donc la peine de conduire aux arènes un homme peu accessible aux beautés de la tauromachie. Au cours de sa longue randonnée, Goupillot nous a rarement parlé de sa famille. Il a bien reçu, quand il était à Nice, des lettres de sa femme et de son frère, lui apprenant que son fils, le jeune Samuel, était dans la petite vérole. Mais la nouvelle n'a pas eu l'air de le bouleverser autrement. N'est-il pas lui-même dans les coussins? Pourtant, à mesure qu'il se rapproche de la capitale, l'homme de foyer se réveille en lui. Il a fait acheter à Marseille, par son ami Courvoisier, de l'huile, du thon mariné, des olives et des anchois. Ce sont des souvenirs de voyage qu'il annonce à sa femme dans une lettre du 29 octobre. Belle et bonne citoyenne, je porte avec moi des productions de la ci-devant-Provence, des anchois, du thon et surtout des olives que je compte bien manger avec vous. Elles sont, comme vous savez, le symbole de la paix. Ce ne sera pas, j'espère, pour la faire avec vous, mais pour l'entretenir et qu'elle soit aussi durable que les sentiments d'attachement que j'ai pour vous. De la dignité dans la tendresse, le langage d'un mari sensible qui sait garder une âme romaine. Malgré toute la sympathie que nous inspire ce Goupillot, il sera un peu long de suivre pas à pas sa seconde tournée méridionale qui débuta le 11 août 1794. Cette fois d'ailleurs, plus de carnet de route à consulter, rien que des lettres particulières, les unes à Claude Marin, ancien censeur royal, les autres à Rovère, député de Vaucluse, personnage que nous retrouverons dans le chapitre suivant. Ce qui vaudra retenir de cette double correspondance, c'est moins le détail du voyage accompli que par le représentant moins son lyrisme devant certaines beautés naturelles comme la fontaine de Vaucluse, que le ton jovial, la bonne humeur d'un Goupillot que Thermidor semble avoir transformé. Il a beau protester de son zèle patriotique, répéter à qui veut l'entendre qu'il ne se déplace pas pour son plaisir, le nombre des excellents dîners qu'il s'administre en cours de route nous laisse penser le contraire. On dirait un de nos gros députés profitant de ses indemnités pour aller dîner dans les bons restaurants des boulevards parisiens. La suppression du maximum vient de faire monter les prix. N'importe. Les délégués de la Convention sont au-dessus de ces contingences. Ils vivent un peu sur l'habitant, à l'exemple des troupes de campagne. Voyez plutôt comme Goupillot est bien traité à Beaulieu, chez son ami Rovère, absent, et quel compte rendu enthousiasme il lui adresse. J'étais attendu chez toi, et j'ai fait les honneurs à 6 ou 7 patriotes qui m'y ont accompagné. Ton majordome y a sérieusement officié. Nous avons mangé comme des ogres et bu comme des Templiers à la santé de la République d'abord et ensuite à la tienne, à celle de ta femme, à celle de ton frère, à celle de Fréron. J'en ai compté jusqu'à 30. Dans le département du Gard, la réception qui lui est faite à Sommières ne manque pas non plus de cordialité, d'après ce qu'il raconte à son ami marin. Au haut de la montagne, dès qu'un habillé de bleu qui était en sentinelle nous eut aperçus, il commença à emboucher une longue trompette et à ce signal, dans moins de 5 minutes, toute la commune se trouva au-devant de nous. Je veux vous faire grâce de toutes les harangues auxquelles il nous a fallu répondre, de tous les compliments en prose, voire en vers, qu'on nous y débita. Mais il faut bien que je vous parle d'un repas de 40 couverts qui nous attendait, repas auquel présidèrent la franchise et le patriotisme, dont de très jolies citoyennes augmentèrent la gaieté, et l'on s'en croit à faire force de chanter, et l'on manqua de s'enivrer à force de boire. J'y buvais à longs traits, mon ami, et à haute voix à la République. In petto, de bon cœur, à vous, que j'aurais bien voulu près de moi. Même son de cloche, ou plutôt même traitement de gobelet, à 7 le 5 octobre, c'est là qu'on mande à Rovère. Nous avons trouvé le temps dans un jour et demi d'y faire tout le bien que nous avions à y faire, et en outre d'y boire, d'y manger et d'y rire de tout notre soul, voire même de m'y promener sur la mer. Et aussi devant censeur marin, on adresse un rapport semblable. Ce sont que des festins, ce sont castragales. Boileau, qui aimait la bonne chair, doit frémir d'envie dans sa tombe. De sa tournée gastronomique, Goupillot, qui a eu des principes, ne manque naturellement pas de rapporter pour ses amis quelques spécialités du Languedoc, et il écrit à Marin, en manière de conclusion: Je vous quitte, mon cher doyen, pour aller souper, car je soupe depuis que je voyage et m'en trouve bien. Je vais en continuer l'habitude jusqu'à mon retour à Paris, et je vous ajourne pour boire de l'excellent vin que je vous porte. Vous savez que nous avons au moins 1001 santé à porter jusqu'à celle de la République, qui est celle par excellence et après laquelle il faut briser son verre. Cette santé à la République, qui revient en manière de refrain, constitue à tout prendre un excellent programme que beaucoup de citoyens voudraient appliquer. Malheureusement, nous sommes à une époque où la demi-bouteille de piquette coûte déjà 1250 livres et tout le monde n'a pas la chance d'être un représentant républicain en mission.
l'honnête vie de famille d'un député véreux. Le sinistre Rovère, le hideux Rovère, c'est ainsi qu'Albert Martiès, dans sa rédaction thermidorienne, désigne l'ancien marquis de Frontvieille, un des personnages les plus justement décriés de la période révolutionnaire. Cet ancien noble du comtat vénessin, après avoir servi aux mousquetaires du roi, s'était jeté avec violence dans le soulèvement de son pays contre le pape. En 1791, Jourdan, coupe-tête étant l'un de ses fidèles agents, il porte en grande partie la responsabilité du massacre des aristocrates qui eut lieu à la glacière de Lyon. Quand ses compatriotes l'eurent envoyé siéger à la Convention, il y garda le surnom de Rovère la glacière, en souvenir des malheureux qu'il avait ainsi refroidis. Nous retrouvons le triste personnage après Thermidor, mais il fait peau neuve. Un divorce l'a libéré de sa première femme, Élisabeth de Chette-Claret, et il a épousé en secondes noces une merveilleuse fort à la mode, Angélique Belmont, marquise d'Argout, grande amie de Madame Tallien, l'une des habituées de la chaumière de l'allée des Veuves. S'il faut en croire son signalement, la dame ne manque pas de séduction. 27 ans, des cheveux blonds, un visage régulier, un joli nez, une bouche rieuse. Comme Rovère, elle est divorcée, mais le marquis d'Argout ayant émigré, elle s'est fait attribuer ses biens, notamment le château de Belmont, en Dauphiné, avec des terres, des forêts, une maison à Grenoble, le tout valant à peu près le million. Telle est la dot non négligeable apportée par la blonde Angélique à son second mari, lequel possède déjà lui-même plusieurs propriétés en Vaucluse, et il faut dire que le bougre, lui, ne va pas les vendre à l'encan en bien national. Ne y recherchons pas à savoir comment il a pu les acquérir. Sa qualité de député lui a sans doute permis de connaître certaines ventes de biens nationaux particulièrement intéressantes sous le manteau. Beaucoup de ses collègues à la Convention et ensuite au Conseil des Anciens n'ont-ils pas opéré de même? Lapègue dans les Vosges, Balmain en Savoie et André Dumont dans la Somme, qui s'est adjugé pour 50 000 livres le château de Plony d'une valeur de 650 000. N'insistons pas non plus sur les variations politiques qui font du ci-devant jacobin, après la chute de Robespierre, un réactionnaire forcené, partisan des pires représailles, inventeur de la fameuse commission militaire dont les rigueurs dépasseront souvent celles de l'ancien tribunal révolutionnaire. En somme, un homme profondément méprisable, mangeant à tous les râteliers et buvant à tous les breuvages, pourvu qu'elles aient le goût du sang et de l'argent. Si la vie publique de Rovère n'intéresse pas notre sujet, en revanche, sa vie privée mérite d'être évoquée ici. L'une et l'autre formant vraiment la plus étrange des contrastes, le traite, l'abominable fricon, qu'est le représentant du Vaucluse, et a des trésors d'affection en réserve, et les partage libéralement entre sa femme, son petit garçon et son frère Siméon Stylite, un ex-prélat constitutionnel demeuré au pays d'Avignon et avec qui il entretient une correspondance assidue. Les opérations de terrain auxquelles sont mêlés les deux frères y tiennent naturellement une large place. Depuis peu, Rovère a acheté de propriétés nouvelles à Sorgues et à Beaulieu. Elles appartenaient avant lui à son compatriote, le marquis de Sade, qu'on ne s'attendait guère à rencontrer ici. Faut-il croire que le mobilier laissé par l'auteur de Juliette, banc hérissé de clous, lit de torture et que sais-je, est d'un confort insuffisant? Toujours est-il qu'avant d'aller habiter Beaulieu, notre parlementaire se propose d'y envoyer des meubles de Grenoble en les faisant voyager par l'Isère et par le Rhône aux frais de la nation. Pour l'instant, il s'inquiète surtout de la remise en état des cultures et il charge Siméon Stylite, promu aux fonctions d'intendant, de faire soigner les mûriers, la vigne, les amandiers, les cognaciers. S'il ne peut trouver un garçon potagiste, on lui conseille de demander à son voisin, l'abbé Testanière, de venir piquer les porettes, comme il en pousse à Cavaillon. Un prêtre réquisitionné par un ci-devant prince de l'église pour des plantations de poireaux dans l'ancienne terre du marquis de Sade, acquise par un régicide, nous nageons en pleine fantaisie. Mais les lettres de Rovère ne seraient-elles rien si elles ne contenaient que des directives agricoles et si elles nous marquaient seulement le tendre commerce de deux frères passant leur vie à s'adresser des protestations affectueuses et des livres de chocolat. Ce qui leur donne leur vraie saveur, c'est l'enthousiasme du député pour un membre de sa famille dont il nous entretient sans cesse son héritier, le petit Adolphe. Ah, l'oncle Siméon Stylite ne peut se plaindre de manquer de nouvelles. On lui fait la bonne mesure. Le 3 août 1796, Adolphe commence à marcher seul, ce qui amuse beaucoup ses parents. Ils ont de leur rejeton une fierté naïve qui tempère à peine une légère réserve. Le petit Adolphe sera bien charmé de rencontrer des camarades de son âge. Vous serez content de lui à votre première entrevue. Il a 14 dents dont il fait grand usage. Sans être une bien jolie figure, il est très intéressant et d'une intelligence rare pour son âge. Le mois suivant, nouveau progrès. On commence à monter à cheval sur un bâton. Mais Adolphe, qui jusqu'alors se portait bien, est un petit peu enrhumé. Ne nous alarmons pas, il sera bientôt rétabli, car on écrit le 30 novembre, le petit est toujours aussi aimable que gros garçon. Encore 8 jours, il a encore ses 16 dents. Les deux dernières l'ont un peu inquiété sans porter atteinte à son grand appétit.
L'aube de 1797 le trouve naturellement toujours au Citeski. Il commence à dire quelques mots, envoie des baisers à son oncle sans l'avoir jamais vu d'ailleurs, mais il veut être payé en retour. Le petit Adolphe se plaint de ce que vous ne dites rien. Il se plaint de votre silence, et s'il ne se plaint pas plus haut, c'est sans doute que son vocabulaire n'est pas encore d'une grande richesse. Voici pourtant qu'on nous signale un événement sensationnel. Le petit vient d'arborer la culotte. Il a l'air d'un enfant de 3 ans. Vous serez enchanté de faire connaissance avec lui. Le lendemain, le petit Adolphe s'accoutume parfaitement avec sa culotte. Il fait l'exercice, ce sera un bon militaire. On ne saurait s'y prendre trop tôt. Il a déjà 3 ans. Visiblement, la tendresse paternelle a dégélé Rovère la glacière. Toutes ces lettres du mois de mars débordent du même lyrisme. Le petit Adolphe est charmant. Il est extrêmement avancé pour son âge. Vous seriez enchanté de le voir avec son petit pantalon qu'il ménage infiniment. Pas un billet sans lequel détail sur cet enfant chéri. Le gros garçon rit beaucoup quand on lui annonce qu'il ira manger des pêches, des poires dans le jardin de Beaunieu. L'oncle, qui se souvient de son éloquence épiscopale, a dû y aller d'un beau sermon sur les joies sacrées de la famille, car la réponse qu'on lui adresse le 21 mars en tire des conclusions morales dignes de la grande âme de Rovère. Ainsi le veut la nature, les arbres se succèdent dans les forêts, les fleurs dans les prairies et les oiseaux dans les champs. C'est une satisfaction en cessant d'être de transmettre aux siens propres ce qu'on a reçu de ses pères. Mais malgré toutes les satisfactions que l'enfant prodige donne à ses parents, malgré la 20e dent qui vient de lui pousser, malgré ses talents oratoires et le désir qu'il manifeste d'aller bientôt embrasser son oncle et pêcher des écrevisses dans le bassin de Beaunieu, les ambitions paternelles du membre du Conseil des Anciens ne sont pas encore entièrement comblées. Il est un spéculateur né qui veut jouer sur plusieurs tableaux. Bon pour Dieu de se contenter d'un fils unique. Rovère, se sentant moins sûr de l'avenir que l'Éternel, voudrait multiplier ses chances. Il est d'ailleurs épris de sa femme et un ménage comme le sien ne peut s'en tenir à un seul enfant, si incomparable soit-il. Voilà pourquoi, dès la fin 96, il glisse à l'oreille de Siméon, après de nouveaux dithyrambes concernant le petit Adolphe, nous travaillons à lui donner un frère. Mais le travail en question est sans doute plus long qu'on ne l'aurait prévu. Ce ne sera que 3 mois plus tard que les efforts des époux sembleront couronnés de succès. Nous venons de lui donner un compagnon, car c'est un véritable tourment de n'avoir qu'un, comme d'en avoir beaucoup. 5 jours de réflexion et le bulletin de victoire se précise. Je crois que dans 6 ou 7 mois, il aura un frère. Ce sera un gros soulagement. Le ménage se réjouissait encore trop tôt. Ce second chef-d'œuvre, le petit Jules, ne devait naître qu'en mai ou juin 1798. Et à cette époque, la girouette politique ayant tourné, le malheur se sera abattu sur toute la famille. Les triumvirs du directoire, Barras, Rewell et la Revellière-Lépeau, ayant eu connaissance par l'espion Vera des menées royalistes de Rovère et de ses accointances avec la police secrète de Dossonville, auront profité du 18 Fructidor pour se débarrasser de lui et l'envoyer à la Guyane. Quand on vient de la glacière de Lyon et qu'on arrive à Sinnamary, la transition peut sembler brusque. Ce froid et chaud réussit mal à notre homme, qui rendit sa belle âme le 11 septembre 1798. L'incomparable petit Adolphe ne le survit que de 2 ans. La carrière de son cadet fut plus longue, mais pas plus heureuse. On le verra disparaître complètement déclassé vers 1850. Ainsi, tous les espoirs du jacobin renégat devaient s'écrouler les uns après les autres, comme le jeu de cartes de la Révolution et de ce conseil des triumvirs et des 500. Et ceci prouve que la morale, même aux époques les plus troubles, a quelquefois le dernier mot. Les contes de Madame Humel. Nous avons surpris dans leur intimité plusieurs bourgeoises de Paris. Il nous reste à faire connaissance avec une bourgeoise de province. Et nulle ne sera plus représentative que Madame Humel. Épouse d'un gros marchand nantais, femme d'ordre et d'économie, à laquelle un maître éminent de la faculté de Bordeaux a consacré d'excellentes pages. Les documents sur lesquels il s'appuie ne ressemblent guère à ceux que nous avons feuilletés jusqu'à présent. Plus de lettres, plus de journal intime, mais seulement un carnet de comptes et des détours quotidiens sont scrupuleusement notés et figurent sur 2 rubriques. Achats d'alimentation et dépenses diverses, ces dernières allant des factures du tailleur et du marchand de jouets jusqu'à la quittance du terme.
Une pareille lecture risquerait d'être un peu fastidieuse, et si les relevés de la bonne ménagère ne dataient pas de la Révolution. Mais en un temps comme celui-là, quel document précieux, que de conclusions à en tirer. Jamais les bouleversements politiques et économiques ne se sont trouvés en liaison plus étroite. Jamais le prix des denrées et des variations de la monnaie n'ont exercé une action plus directe sur la marche des événements. Chaussons donc de solides bicycles pour parcourir le livre de raison de Madame Hummel. Âgée d'une quarantaine d'années, son mari était, comme elle, d'origine alsacienne et protestante. Ayant derrière lui 2 générations de marchands drapiers dont il continuait le commerce, il avait épousé à Nantes le 4 mars 1793 Louise Schweitz-Grosser, fille d'armateur plus riche que lui, et le ménage appartenait à cette bourgeoisie huguenote, cultivée et philosophe, qui depuis quelques années jouait dans la région un rôle considérable. Si Hummel était membre de la chambre de lecture et affilié à la loge des Cœurs Unis, sa femme ne se montrait pas moins attirée par les plaisirs intellectuels. Pendant l'hiver 94-95, on s'abonne au courrier de l'égalité. On achète non sans électrisme des œuvres de Molière, de Régnard, de Madame de Genlis et de Piron. Ces dépenses ne font pas négliger les initiatives charitables. En dehors des aumônes courantes qui se montent à une dizaine de livres par mois, Madame Hummel s'associe aux souscriptions les plus diverses. Elle verse d'une main 35 livres pour les veuves des patriotes massacrés par les Vendéens à Machecoul, de l'autre 17 livres pour les prisonniers de Sainte-Claire, qui sont tous plus ou moins des réfractaires ou des suspects, et nous reconnaissons bien là son impartialité. Notez que son amour du prochain ne lui fait pas oublier celui de sa propre personne. En août 1793, elle règle à Saradin, le parfumeur de la rue de la Fosse, un mémoire de 18 livres, et en décembre de la même année, elle lui achète 2 livres d'Issol, d'eau de Cologne, 10 livres d'eau d'héliotrope et 2 flacons de vinaigre, des 4 voleurs, à 4 livres chacun. C'est le mois où Carrier applique ses grandes mesures. Le dédace vendéen de Savenay finit par une répression effroyable, mais est-ce une raison pour qu'une jeune mariée, même huguenote, renonce à l'usage de l'eau de Cologne? La famille va s'accroître en 94 et 95 de 2 filles, Caroline et Rose. Comme les parents sont gens de progrès, ils feront inoculer l'aînée quelques mois après sa naissance, mais la découverte de Génère inspire encore plus tant de terreur aux commères nantaises que la Prouveau, bonne de Caroline, refusa de rester à la maison pendant la période critique. Il faudra bien lui louer une chambre en ville pour laquelle on paiera 20 livres. Espérons que les autres domestiques des Hummel sont moins nerveux que cette sotte. Il y a encore chez eux une fille de chambre, la Garot, qui reçoit 10 livres par mois, Jeanne Brun, la cuisinière, dont le salaire est de 12 livres, et l'intendant cocher Édouin, qui touche 30 livres de gage. Est-ce pour l'époque une domesticité bien importante? Certainement non. Le XVIIIe siècle a gardé ses vieilles habitudes, et elles n'ont rien de commun avec les nôtres. 4 serviteurs pour 2 maîtres et 2 enfants ne représentent alors qu'une moyenne des plus modestes. Et Madame Hummel le sait bien, puisque les jours où elle reçoit, elle est obligée d'emprunter le personnel de ses parents ou de ses beaux-parents. Son livre de compte mentionne par exemple 30 sous de pourboire au cocher de papa. Les mêmes écritures nous révèlent que tous ces braves gens bénéficient de fréquentes libéralités. En juin 93, la Garot se voit offrir un mouchoir en tissu des Indes, coût 9 livres. Jeannette Brun en reçoit 25 à l'occasion de son mariage. Et on dépense 9 de fiacre pour se rendre à la noce d'Édouin. Et au printemps de 95, Madame Hummel achète 3 poupées semblables pour Caroline, Marie-Rose et la fille de son intendant. Ne cherchons pas à pénétrer plus avant dans l'existence du ménage. Les éléments psychologiques fournis par un livre de contes sont naturellement assez minces. Ce qu'il importe d'y découvrir, ce sont les répercussions des grands mouvements extérieurs sur la paisible vie nantaise. Elles sont d'abord plutôt discrètes. En juillet 93, nous voyons qu'on a payé 1 livre 10 sous pour le banquet offert aux soldats de Canclos et Bronvoux qui ont repoussé le mois précédent l'assaut de l'armée catholique et royale. L'achat d'une concorde tricolore coûte 10 sous au mois de novembre. Dans le cours de Germinal l'an 2, à mars-avril 94, on contribue pour la bagatelle de 3 livres à l'équipement d'un militaire. Le mois suivant, on verse 200 livres au titre de l'emprunt forcé. Mais le 11 Terminor, 29 juillet, jour où la chute du nouveau Cromwell est connue à Nantes, Madame Hummel se borne à marquer sur son livre l'acquisition de 30 sous de prunes. Le gros événement pour la ville fut son blocus par la flotte anglaise. L'importation des denrées étrangères devenait presque impossible. On possédait heureusement des stocks assez considérables de thé, de café et de sucre. Mais d'autres victuailles, le fromage de Hollande par exemple, dont les Hummel étaient si friands, ils en consommaient 20 livres par mois, manquèrent dès la fin de 1793, comme si en France on n'avait pas de fromage. L'embarras se trouvait moins grand, au moins durant la première période, en
ce qui concernait la viande, la volaille, les légumes, bref, les productions du pays. Stabilisé par la dictature du comité de salut public, on peut même dire que les prix ne montèrent pas sensiblement, les marchandises devenaient plus rares, mais les tarifs se maintenaient. Ce ne fut qu'après Thermidor, quand la réaction eut aboli le maximum et rétabli la liberté de commerce, que l'anarchie économique éclata véritablement. Alors on vit soudain la monnaie se déprécier, les halles se vidaient de marchandises et les malheureuses ménagères se livraient à des additions rappelant celles des astronomes. Encore si la crise s'était limitée aux choses de l'alimentation, mais le livre de Madame Hummel nous prouve qu'elle s'étendait à presque tous les autres domaines. Une seule dépense n'avait pas augmenté pour nos deux Nantais, leur loyer. Ils le payaient toujours 650 livres en 2 termes, à la Noël et à la Saint-Jean. Chiffre nettement dérisoire. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les grandes dévaluations s'opèrent sur le dos des propriétaires. Mais pour tout le reste, habillement, lingerie, mobilier, articles de ménage, quelle montée continuelle des prix. Sans être nullement gaspilleurs, les Hummel avaient encore fait quelques emplettes jusqu'à la fin de 93. Rien ne pressait pour la garde-robe. De jeunes ménages étaient bien pourvus, mais il y avait des mesures babioles, des rubans, de la parfumerie. Le livre mentionnait tout cela. Dans le courant de 1794, ces dépenses se raréfièrent et ne tardèrent pas carrément à disparaître. Il ne faut plus songer à acheter le moindre objet de luxe, depuis que la plupart des magasins ont épuisé leur stock. Un drapier le sait mieux que personne, et que la chute des assignats rend les renouvellements impossibles. Chaque année qui s'écoule accentue le désastre. Pour faire un louis de 24 livres, le 27 Frimaire en 4, il faut 5300 livres de papier. Le 3 Ventose, il en faudra 7000. Et certains jours, la moins-value sera à 700 points en quelques heures. Comment la meilleure des caissières s'y reconnaîtrait-elle? À quoi bon de se donner tant de mal pour une tâche illusoire? N'est-on pas découragé d'avance en constatant sur les relevés de Brumaire que la famille a mangé 1400 francs de pain et payé 17 000 livres une barrique de pommes de terre? Devant ces chiffres ahurissants, le cœur manque à Madame Hummel. Elle renonce à tenir ses écritures. Comme le dit son historiographe, c'est la capitulation de l'ordre ménager devant le désordre des finances publiques. Tant qu'elle n'a pas eu sous les yeux que la Révolution et la guerre, notre bourgeoise est restée fidèle à son poste. Ni le bombardement de Nantes par les Vendéens, ni les persécutions de Carrier, ni les lois de Prairial, ni la tyrannie du maximum, rien ne l'a démoralisée. Mais maintenant qu'on peut plus compter, elle juge que son rôle est fini. La grande classe vaillante et laborieuse qui s'est enrichie depuis Colbert ne reconnaît plus son pays, livré aux aigrefins, aux spéculateurs ou aux fous. Elle se terre dans son coin, attend que la bourrasque soit passée. Un jour, le ciel s'éclaircira, l'argent retrouvera sa valeur, et ce sera la revanche de Madame Hummel comme la fin des tribulations. Elle rouvrira son grand livre et reprendra sa plume noire et recommencera à noter Poulard 4 livres, salade 3 sols. La morale de Thermidor. Le 9 Thermidor ne manque pas seulement une cassure profonde dans le développement politique de la Révolution, mais aussi un changement radical dans la vie matérielle du pays. Nous venons de voir quel bouleversement la suppression du maximum avait apporté dans les finances de Madame Hummel, mais pour comprendre l'événement, il faut en expliquer les causes. Remontons de quelques journées avant la chute de Robespierre. On a défini Thermidor une conspiration de la peur. Le mot est vrai pour les députés que la guillotine menaçait. Seulement pour le petit peuple de Paris, l'explication ne suffit pas. Si la popularité de son idole était demeurée intacte, pense-t-on que sa mise hors la loi n'aurait pas provoqué une réaction formidable? Pense-t-on que le bourdon de Notre-Dame serait resté muet toute la nuit, que la masse des sections ne se serait pas levée comme un seul homme et que les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, notamment ces pépinières naturelles de l'émeute, auraient hésité une seconde à prendre leurs fusils et leurs piques? Alors, nous n'avons pas pu sauver le roi, nous ne sauverons pas plus Robespierre. Des flottements qui se produisent alors, pas un mot ne se justifiait sur la désaffectation toute récente dont l'incorruptible était l'objet, et elle avait pour vraie raison la publication 5 jours plus tôt d'un tarif des journées de travail répudié par les ouvriers. Après avoir imposé depuis une douzaine de mois un maximum pour les denrées de première nécessité, on voulait maintenant en fixer un pour la main-d'œuvre, sans tenir compte suffisant du coût de la vie. Imprudence que Robespierre ne tarda pas à payer de sa tête. Quand lui et ses amis furent conduits à la guillotine, la foule les hua copieusement. Mais sur le passage des charrettes, une injure domina les autres. Foutu maximum.
Instruits par l'expérience, les vainqueurs de Thermidor s'empressèrent d'annoncer qu'ils allaient étudier le moyen de proportionner le prix de la journée de travail à celui des subsistances. Mais il faut croire que le remède était difficile à trouver, puisque 5 longs mois se passèrent sans que la promesse fût tenue. Enfin, la Convention crut avoir un trait de génie. Elle abolit le maximum, qui, bien qu'impopulaire, avait rendu la vie à peu près possible en limitant la hausse des prix, et elle rétablit purement et simplement la liberté du commerce. L'idée eût été excellente si l'on se fût trouvé dans une période normale, mais on était alors en pleine disette et en pleine guerre. Laisser le trafic libre, c'était par définition ouvrir la porte aux mercantis, mettre les denrées aux enchères et les adjuger aux plus offrants. C'était également causer une inflation presque fatale, la ruine définitive d'une monnaie déjà bien malade, alors que sous Louis XVI, elle avait quand même réussi à être stable. Les petites classes qui avaient tant maudit le maximum, lui attribuant la rareté des vivres, furent naturellement les premières à souffrir des mesures folles qui allaient déchaîner les pires catastrophes. Presque immédiatement dans Paris, il y eut 2 villes distinctes, l'une gorgée de tout, l'autre manquant du nécessaire. Certes, un étranger qui arrivait chez nous en voyant les salons rouverts, des brochettes de merveilleuses aux terrasses du Palais Royal et des pyramides de gâteaux aux étalages des pâtissiers, avait peine à se figurer que derrière un tel décor, une partie de la population n'ont pu subsister, que pour subsister certains jours qu'un carteron de pain et une poignée de riz. Cruelle vérité pourtant depuis que le nouveau régime avait multiplié les ventres creux. C'est l'histoire éternelle des crises et nulle époque n'est mieux faite pour mériter l'attention de la nôtre. On avait imprimé tant d'assignats que leur pouvoir d'achat était devenu à peu près nul. Pour faire 3 livres d'argent, dès l'été 95, il fallait 100 livres de papier. Ce n'était là qu'un début. En regard, quels étaient les prix ? Un curieux tableau va nous donner les cotes des principales marchandises vers le milieu de la même année, comparatif aux tarifs de 1790. Un boisseau de farine, 90, 2 livres, 95, 225. Un boisseau d'orge, 10 sous, 95, 50 sous. Un boisseau d'avoine, 18 sous, 95, 50 sous. Un boisseau de haricots, 4 livres, en 95, 120 livres. Un boisseau de pois et de lentilles, 4 livres en 90, 130 en 95. Demi-queue de vin d'Orléans, 80 livres en 90, 2400 en 95. Un foie de bois flotté, 20 livres en 90, en 95, 500. Un boisseau de charbon, 7 sols en 90, 10 en 95. Un litre d'huile d'olive, 1 livre 16 sols en 90, 62 en 95. Une livre de sucre, 18 sols, 62 en 95. Une livre de café, 18 sols, 54 en 95. Une livre de savon de Marseille, 18 sols, 41 en 95. Une livre de chandelle, 18 sols, 41 en 95. Une livre de cassonade, 8 sols, 41 en 95, une botte de navets carottes 2 sols, 4 en 95, un beau chou 8 sols, 8 en 95, une paire de souliers 5 livres, 295, une paire de sabots 8 sols, 15 sols en 95, une paire de bas 3 livres, 100 livres en 95, un chapeau propre 14 livres, 500 livres en 95, une aude de toile 4 livres, 180 en 95, une aude de drap d'Elbeuf 18 livres, 395, un carteron d'œuf 1 livre 4 sols, 25 livres en 95, une livre de beurre 18 livres, 30 livres en 95. Le toto, 164 livres, 11 sols pour 90, 5148 livres en 1795. Attendons encore quelques mois et nous verrons les chiffres triplés, quadruplés, décuplés. Une lettre de Jules de Beaumarchais, écrite en 1795, va compléter en l'aggravant cette triste documentation. Lorsque tu m'as donné ces 4000 francs, en assignat, bon ami, le cœur m'a battu. J'ai cru que tu devenais folle de me donner une telle fortune. Je les ai vite fait couler de ma poche et je t'ai parlé d'autre chose pour distraire ton idée. Revenu chez moi, vite, du bois, des provisions, avant tout, et avant que tout augmente encore. Voilà Dupont, la vieille servante qui court, qui s'évertue. Voilà les écailles qui me tombent des yeux quand je vois, sans la nourriture du mois, ce résultat de 4275 francs. Alors, une voie de bois, 1460 francs, 2 livres de chandelle de 8 à 100 francs la livre, ça fait 900. Sucre, 4 livres à 100 francs la livre, ça fait 400. 3 litrons de grains à 40 francs, 120. 7 litres d'huile à 100 francs, 700. 12 mèches à 5 francs, 60 francs. Un boisseau et demi de pommes de terre à 200 francs, 300.
blanchissage du mois 215 francs, une livre de poudre à poudrer 70 et 2 onces de pommade autrefois à 3 sous, aujourd'hui à 25 francs 50, ce qui me fait 4275. Reste la nourriture du mois, le beurre et les œufs à 100 francs. Comme tu sais, la viande à 25 ou 30 francs et tout en proportion. Le pain a manqué 2 jours. Nous n'en recevons plus que 2 jours l'un. Surcroît de dépenses, j'en ai acheté depuis 2 jours que 4 livres à 45 francs, total 5022 francs. Quand je pense que cette dépense royale, comme tu dis, qui me fait employer de 18 à 20 000 francs sans vivre et sans douceur aucune, j'envoie au diable le régime. Il est vrai que ces 20 000 francs représentent 6 à 7 louis et que mes 4 000 francs de pension m'en donnaient 160, ce qui est bien différent. 10 000 que j'ai éparpillés depuis 15 jours me font un tel effroi, une telle pitié que je ne sais plus du tout compter mon revenu de cette manière. 3 jours de différence ont fait monter le bois de 4 200 à 6 500 francs. Tous les faux frais en proportion, de sorte que je te l'ai demandé, que la voie du bois montée en rangée me revient à 7 100 francs. Toutes les semaines, à présent, il faut compter de 700 à 800 francs pour un pot-au-feu et autres viandes de ragoût sans le beurre, les œufs et 1000 autres détails. Le blanchissage aussi augmente à tel point tous les jours que 8000 livres par mois ne peuvent me suffire. 8000 livres pour le blanchissage de 4 semaines. Il n'y a plus qu'à tirer l'échelle après une telle lessive de francs. Reconnaissant lui-même la faillite de sa monnaie, le gouvernement avait publié une échelle de proportion qui forçait le contribuable à payer en nature la moitié de l'impôt foncier et des fermages et accorder aux fonctionnaires des traitements calculés d'après le cours officiel du pain. Sans savoir exactement les mêmes garanties, les ouvriers avaient reçu de telles augmentations de salaire qu'ils ne comptaient pas, eux non plus, parmi les citoyens les plus à plaindre. Et que devenaient les vieillards et les gens de conditions modestes, inaptes aux travaux manuels? Les uns avaient vendu leur monde, tiré quelques sous de leurs habits et de leurs meubles, s'improvisaient marchands à domicile, plaçaient du sucre, du café, de la chandelle, de la farine, nouvelle forme de l'aguillotage. D'autres jugeaient plus expédient d'aller se noyer dans la Seine, où on recueillait un grand nombre de filets de 5 clous, jusqu'à 50 cadavres par semaine. Comment s'étonner que d'une telle misère ait engendré plus qu'une révolte? Les journées de Germinal et de Prairial n'eurent sans doute pas d'autre cause. Ce furent avant tout des insurrections de la faim. Tandis qu'une charge de muscadins armés de fouets et de gourdins suffit à disperser la première émeute, la seconde fut beaucoup plus grave. Voyant la fête de Féraud se balancer au bout d'une pique, et derrière elle 50 000 hommes, cette fois la Convention prit peur. Elle rapporta le fameux décret qui interdit aux armées l'approche de la capitale. Le lendemain, 20 000 soldats entraient à Paris et les faubourgs étaient matés à coups de feu. Seulement, par ce geste illégal, l'Assemblée se condamnait elle-même. Après s'être appuyée sur la bourgeoisie d'abord, sur le peuple ensuite, il semblait que la Révolution, retournant le mot de Mirabeau, n'eut plus confiance désormais que dans la force des baïonnettes. C'était à la fois un reniement et une manière de suicide. 5 mois avant le 13 Vendémiaire, 4 ans et demi avant le coup d'État de Bonaparte, on peut dire que la République venait réellement de prendre fin. Mieux que tous les conflits de doctrine, mieux que toutes les haines politiques, mieux que toutes les menaces de dictature, les exigences de la vie quotidienne l'avaient tué. Ah, pauvre roi Louis, pourquoi es-tu mort ? Eh ben, écoutez, je vais maintenant conclure cette 6e partie de ce qu'a été la vie quotidienne au temps de la Révolution chez Hachette, écrit par Jean Robiquet. Je vous remercie vivement d'avoir écouté cette histoire de France, de la première à la 6e partie. Qu'est-ce qui a changé en République entre la première et la 5e, mis à part la façon de faire, d'agir pour détruire la France? Moins de morts? Plus de liberté? Plus de souveraineté? Plus d'indépendance? Plus d'écoute? Réfléchissons à toutes ces questions et faisons une conclusion de ce que nous a apporté la République. Le dernier épisode et la série sur la vie au temps de la Révolution touche à sa fin. Nous espérons que cette vidéo vous a appris ce que la Révolution a réellement fait à notre pays pendant cette sanglante période. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France. Le génocide vendéen.